Mesdames et messieurs, bienvenue chez Mwambi International Network, dans la grande interview. Ce soir, la grande interview va nous amener à Bamako, Mali. Un certain mardi, 18 août 2020, IBK, Ibrahim Boubacar Keïta, a été arrêté par des putschistes. Qui sont ces putschistes? Qu'est-ce qu'ils veulent? Et comment ils sont arrivés à faire ce putsch? Est-ce que c'est un putsch que la population embrasse? C'est un coup d'État démocratique? Est-ce qu'il y a des coups d'État démocratiques? Et tout cela, nous allons le découvrir avec mon invité de ce soir. Il s'appelle Drissa Kanambaye. Il est chercheur à l'Université catholique de Louvain et il est spécialiste de Mali. Bonsoir, monsieur Drissa Kanambaye. Bonsoir, merci à vous pour l'invitation. Merci pour votre temps. Est-ce que vous pouvez nous dire en ce moment, vous êtes où exactement? Je suis à Bamako actuellement. Vous êtes à Bamako. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer l'atmosphère aujourd'hui à Bamako? C'est comment? C'est l'atmosphère de tristesse? C'est l'atmosphère de joie? C'est quoi? Bon, aujourd'hui, l'actualité a été un peu gérée par une manifestation de ce qu'ils appellent les pro-IBK. Bon, il y a un certain nombre de... Ibrahim Boubacar Keïta. Ibrahim Boubacar Keïta qui se sont réunis aussi à la place de l'indépendance pour quand même condamner les coups de force, les coups d'État et dire quand même que bon, le président, l'ex-président n'était pas seul. Ils ont quand même montré cette dignité à l'endroit de leur collaborateur qui a été IBK pendant 7 ans. Mais de façon générale, la situation est normale, tout est calme, les magasins sont ouverts, les gens, la population va à ses besoins, donc il n'y a pas, on ne sent pas, et pour certains, le coup d'État est bien derrière, mais nous avons quand même aussi enregistré l'arrivée de la délégation de la CEDEAO dirigée par Goodluck Jonathan il y a environ une trentaine de minutes. Il a été accueilli par les putschistes. OK. D'abord, il faut rappeler que hier, vendredi, il y a eu aussi une manifestation. Est-ce que vous pouvez en parler un peu? Tout à fait. Hier, c'était une manifestation qui avait été organisée à l'appel de l'imam Diko, qui était quand même la figure de proue qui a dirigé tous les mouvements de contestation depuis le 5 juin. Donc, le mouvement du 5 juin. Le mouvement du 5 juin, ce qu'ils appellent le M5 RFP, donc avec en sa tête l'autorité morale qui est l'imam Diko. Donc, ils sont sortis pour exprimer leur joie. Ils ont parlé de parachèvement de leur lutte par les militaires. Donc, pour eux, c'est eux qui ont quand même déclenché cette lutte, demandé la démission du président et qui a été parachevée par les militaires le 18 août. Alors, pour un peu comprendre la situation, il y a eu les élections il n'y a pas longtemps au Mali. En fait, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les élections, c'était comment? Parce qu'à un moment donné, il y a eu les challengers de l'opposition, l'opposant principal qui a été enlevé quelque part. Est-ce que vous pouvez un peu nous replonger dans l'histoire avant que l'on commence avec le putsch en question? Tout à fait. En fait, bon, si vous voulez, ce qui a conduit un peu à tous ces mouvements de contestation, ce ne sont pas les élections présidentielles, mais plutôt les élections législatives de mars-avril 2019. Voilà. Il y a quand même beaucoup de candidats qui se sont plaints parce que, si vous voulez, le processus électoral au Mali, c'est d'abord
la CENI qui organise les élections, c'est la Commission électorale nationale indépendante, qui organise les élections, qui a un résultat qu'il envoie au ministère de l'administration territoriale, qui compile les résultats, qui donne un premier résultat, et à la fin, ces résultats sont envoyés à la Cour constitutionnelle, qui est l'instance habilitée à proclamer les résultats finaux. Définitifs, ouais. Donc, au cours de la proclamation de ces résultats définitifs, beaucoup ont estimé que leur voix avait été volée. Donc, il y a 31 députés qui se sont plaints pour avoir été spoliés. Donc, c'est ce qui est… Et puis, bon, l'élément déclencheur même, c'est que il y a le président de l'Assemblée nationale qui avait été élu, Moussa Tembine, qui était candidat en commune 5, enfin, en tout cas une des communes de Bamako, où, bon, il y a beaucoup quand même qui ont contesté aussi son élection parce que le ministère de l'administration territoriale l'avait proclamé vaincu. Mais lors des recomptages par la Cour constitutionnelle, il avait été déclaré vainqueur et c'est la même personne qui a été déclarée président de l'Assemblée nationale. Bon, son élection comme président de l'Assemblée nationale n'a pas quand même posé beaucoup de problèmes parce qu'il a été il a été élu 134 voix contre 147. Donc, il y a quand même l'opposition et la majorité, quand même une écrasante majorité qui a voté pour lui. Mais bon, tout ça, les gens ont estimé que les élections ont été volées. En tout cas, la Cour constitutionnelle a favorisé certaines personnes au profit d'autres. Voilà pourquoi les mouvements de contestation ont commencé et jusqu'à arriver à un coup d'État. OK. Alors, parlons-en, le coup d'État. Donc, il s'est passé le 18 août 2020, un certain mardi. Tout à fait. Qui sont les putschistes qui ont perpétré ce coup d'État? Bon, avant de répondre à votre question, je vous rappelle quand même que les mardis ne sont pas vraiment des porte-bonheur pour le Mali parce que tous les coups d'État de Modibo Keïta, c'est-à-dire de 68 à nos jours, se sont passés les mardis. Donc maintenant, bon, ce qui s'est passé… Donc vous avez Modibo Keïta un mardi, vous avez Moussa Traoré en 91, un mardi en 2012, Amadou Toumani Touré, un mardi aussi. Et là, Ibeka, c'est un mardi. Voilà, donc voilà. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un élément de la sécurité présidentielle, le chef de la sécurité présidentielle, M. Traoré, le colonel Traoré, qui avait été démis de ses fonctions par le président. Alors, bon, voilà, parce qu'ils avaient estimé que ça se tramait quelque chose, ça ne sentait pas bon. Et quand est-ce qu'on l'a démis de ses fonctions? Il a été démis de ses fonctions le 16, disons, le 16 août, voilà. Le 16 août, et bon, le 17, il paraît qu'il y aurait eu une tentative de l'arrêter même après l'avoir démis. Et donc, ce sont ces éléments, disons-nous, qui se sont, nous dit-on, qui se sont retrouvés à Kati. Et le 18, au beau matin, ils ont cassé les casernes, ils ont pris les armes, ils ont commencé à tirer en l'air. Donc, bon, c'est ce qui a conduit un peu à ce mouvement-là. Et puis, bon, Kati, vous savez, c'est quand même une des garnisons les plus importantes au Mali. Où, voilà, vous vous rappelez, même en 2012, c'est à partir de ce camp que le coup d'État est parti. Donc, c'est un camp quand même qui est assez célèbre. Et dites-nous un peu, les camps militaires, comment on peut la représenter? Il y a des militaires qui sont là-bas, qui habitent là-bas, avec leur famille, ou comment ça se passe, le camp Kati? Le camp Kati, si vous voulez, il y a des appartements pour des militaires. Il y a beaucoup d'officiers qui habitent là-bas parce que c'est quand même là où on garde beaucoup de munitions, beaucoup d'armes, etc. Les blindés surtout sont quand même, qui se trouvent dans ce camp-là. Donc, quand tous ces gens se révoltent d'un coup,
c'est assez difficile de les arrêter. D'accord. Maintenant, les putschistes, qui sont-ils? Celui qui est maintenant, qui a été proclamé président du Comité national pour le salut du peuple, le colonel Assimi Goïta, c'était un homme, vous savez, qui avait quand même, en 2012, été arrêté, avait été détenu par le mouvement, l'ex-mouvement national de libération de l'Azawad à Tessalit, précisément à Tinzawaten. Dans le nord du Mali. Dans le nord du Mali. Voilà. Après, il est revenu pour commander un bataillon au centre du Mali. Il est revenu même du front. Donc souvent, moi, je me demande comment est-ce que, bon, ils sont quand même venus avec pas mal d'équipements. Donc, comment est-ce qu'on n'a pas su tout ça et comment est-ce qu'on n'a pas pu prévenir? Mais bon, soit, en fait, c'est un homme de terrain quand même qui est à la tête de ce comité national pour le salut du peuple. Maintenant, les autres, le colonel Diao, lui aussi, c'est un homme de terrain. Il y a aussi l'autre colonel Malik. Ils sont tous en fait des hommes de terrain. Donc, on ne sait pas. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ce sont des gens qui ont tous commandé des bataillons qui sont des hommes de terrain. Ils se sont retrouvés, ils ont dit que, bon, finalement, la situation était intenable. Il y a des mouvements qui durent, le pays est en blocage, on n'arrive pas à mettre en place un gouvernement, les négociations de la CEDEAO pataugent, donc le peuple souffre trop, il fallait mettre fin à l'hémorragie d'après ce qu'ils nous ont rapporté. Alors, qu'est-ce qu'il reproche exactement à Ibrahim Boubacar Keïta, dit Ibeka? Si vous voulez, le Mali traverse depuis 2012 une crise multidimensionnelle. Mais on peut analyser en deux temps. C'est-à-dire le mouvement du 5 juin reproche au président de la République une mauvaise gouvernance. Et la gestion du pays, il trouve que c'est une gestion familiale. C'est une gestion entre amis, c'est un peu l'oligarchie. Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples? Par exemple, Karim Keïta, son fils. Bon, voilà. Karim Keïta a été le président de la commission défense de l'Assemblée nationale. Bon, ces derniers temps surtout, on a vu des images sur les réseaux sociaux où Karim Keïta s'adonnait quand même à des actes de jouissance un peu ailleurs avec… Voilà, il a été à Ibiza en Espagne, faire la fête avec des femmes, avec beaucoup d'argent, voilà. Exactement. Et puis, bon, en plus de cela, même dans le pays, on trouve qu'il avait une certaine arrogance et qu'il fallait toujours passer par lui pour arriver à quelque chose. Donc, il a quand même été un des moteurs de la contestation parce que, bon, les gens pensaient finalement qu'il était en train de narguer, il n'écoutait pas le peuple qui était en train d'agoniser clairement. Donc, voilà, il ne fallait pas continuer à gérer de façon familiale les affaires de l'État. Donc, Karim Keïta, effectivement, est l'un des éléments, en tout cas, qui a exacerbé la population. Donc, deuxième élément, on se souvient, il y a eu beaucoup d'autres manifestations avant le M5 dues à la crise, notamment au centre. Parce qu'au centre, vous savez, par exemple… Au centre du Mali, hein? Le centre du Mali. Et vous pouvez un peu les situer géographiquement. Il s'agit de quelle partie? Ça s'appelle comment? Mopti, par exemple, Mopti, la région de Mopti représente un peu le centre du Mali. Mopti, c'est la 5e région administrative du Mali. D'accord. Dans la région de Mopti, il y a 4 cercles, par exemple, qui représentent le pays d'Ogon. Par exemple, moi, je viens du pays d'Ogon, je sais un peu ce qui se passe là-bas. Et depuis 4 ans, il y a des conflits, des djihadistes qui attaquent des villages. Il y a des dizaines de villages, voire des centaines de villages qui ont été brûlés, des centaines de personnes qui ont été tuées. Et à chaque fois que l'armée était appelée en secours, la réaction était trop timide. Donc, c'est comme dans les films policiers où les gens venaient après le mal.
Donc, cette situation était intenable. Moi-même, j'ai participé à pas mal de manifestations pour demander beaucoup plus de sécurité pour le centre du Mali, notamment du pays d'Oman, etc. Mais malheureusement, les réactions étaient toujours timides. On avait l'impression que l'État était déjà résigné. Voilà. Advienne que pourra, et c'est comme ça on a assisté à la création des groupes d'autodéfense, voilà, qu'on ne contrôlait pratiquement plus. Parce que puisque l'État était menacé dans cette zone-là, pendant un bon moment, toute représentation étatique était partie. Donc finalement, si l'armée abandonne les lieux, alors les gens se sont organisés pour s'armer et pour pouvoir se défendre contre des djihadistes qui attaquaient les villages tout le temps. Voilà. Le mouvement était devenu incontrôlable. Et bien, finalement, on dit, bon voilà, à Bamako, quand les gens ont commencé à manifester, et ben, c'est à Bamako quand même la capitale où tout se gère. Tout à fait. Et ça a été beaucoup plus entendu, surtout par l'appel de l'imam Diko quand même, qui est un personnage très, très charismatique, qui a beaucoup de personnes. Très respecté, hein? On l'appelle l'éclairé, le très respecté imam Mahmoud Diko. Voilà. Donc, voilà la suite des événements. Donc, nous avons la mégestion de l'économie, de l'économie du Mali, et nous avons les problèmes sécuritaires, mais vous avez aussi les détournements des fonds hein, au niveau de l'armée, avec les achats des avions ou des munitions qui ne correspondent pas. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Bah, effectivement, tout ça font partie des éléments déclencheurs, si vous voulez, parce que il y a quand même, il y a eu beaucoup de rapports qui montrent clairement que l'armée a été un peu spoliée. Il y a eu des avions qui ont été achetés, qui étaient cloués au sol. Ils ne pouvaient plus décoller. Qui ne pouvaient pas décoller. Ils ne pouvaient plus décoller. Pendant ce temps, les soldats étaient en train de mourir sur le terrain. Là, quand ils ont cassé, si vous voulez, les casernes et les armes qu'on a trouvées là, il y a certains soldats qui se sont fondus en larmes en disant que comment est-ce qu'on peut, par exemple, détourner les soldes des soldats au front et aussi manquer de munitions et mourir bêtement, si vous me permettez l'expression. Voilà. Alors qu'il y a quand même voilà, des munitions qui sont stockées là. Et là, c'était vraiment la goutte d'eau de trop. Est-ce qu'il n'y a pas de complicité quelque part? Bon, vous savez, il y a toujours des complicités. Il ne fallait pas laisser la situation pourrir. Est-ce que ça profitait à qui tout cela? Parce qu'il y a des armes, il y a des munitions, il y a des militaires qui meurent au front. À qui ça profite tout cela? Bon, c'est là où on a un peu accusé beaucoup enfin, le fils du président. On pensait, en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui pensent c'est lui finalement qui était en train en tout cas, la cause de tous ces maintiens d'armes et tout ce que vous voulez, de tous ces détournements, alors que le Mali avait logiquement les moyens de se défendre. De se défendre et d'armer son armée. Et en plus de ça, vous savez, 3 jours avant le coup d'État, il y a quand même eu ce rapport de l'ONU qui a fuité, un rapport où il est clairement marqué qu'il y a eu des détournements, il y a eu ceci, cela. Il y a beaucoup de choses qui ont fait que, bon, les gens ont dit, mais maintenant, voilà, l'ONU même confirme cela. Ça veut dire que c'est la vérité. Même tous ceux qui doutaient là, on dit, bon, c'est la vérité, ça, c'est indéniable, on ne peut plus continuer à accepter à mourir de villes morts. Donc, voilà comment est-ce que... Alors, M. Idrissa Kalambay, revenons un peu dans l'histoire. En 2012, moi, je me rappelle, j'étais en RDC, je faisais partie de la délégation de la francophonie quand M. François Hollande était là-bas. Et nous avons plaidé pour l'intervention au Mali. Quand il y a eu des djihadistes qui sont venus de la Libye,
et qui ont occupé partout. On voit les images même de Tombouctou, tout a été occupé. Il y a eu l'instauration de la charia, ainsi de suite. Et il y a eu l'intervention des Français. Est-ce qu'ils ont résolu les problèmes, les Français, à l'époque? Non. Il faut, pour être juste, pour être clair, l'apport de la France, l'intervention française de 2012, quand ils ont stoppé les colonnes de djihadistes qui étaient en train de déferler vers Bamako, ils les ont stoppés à Konna. Voilà. Ils avaient les moyens de finir. Et Konna, c'est dans le nord ou? Non, c'est le centre. D'accord. Konna, c'est dans la région de Mopti. C'est dans la région de Mopti. Donc, quand les rafales françaises ont frappé les colonnes de djihadistes là-bas, ils n'ont pas, je ne sais pas pourquoi, ils n'ont pas poursuivi ces quelques djihadistes qui se sont échappés et ils ne sont pas allés au bout. Donc, c'est pourquoi d'ailleurs, même si on regarde les images des manifestations, etc., vous voyez, la France est la plaie du Mali, la France est complice, etc. Donc, voilà. Moi, je crois que la France a raté une bonne occasion de finir le boulot à cette époque-là, parce qu'ils avaient les moyens de poursuivre tous ces gens et finir avec eux. Est-ce qu'ils ont raté l'occasion ou bien c'était ça aussi leur façon de gérer la crise à leur manière? Bon, vous savez… Peut-être à leur intérêt. En tout cas, pour nous qui sommes des observateurs, etc., c'est tout simplement incompréhensible parce que quand on vient aider un pays ami, un pays avec qui on a un accord de défense, etc., et qui a moyen de finir avec des gens qui traumatisent, qui terrorisent tout un peuple, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il fallait s'arrêter à si bon chemin. Vous voyez, vous avez vu quand François Hollande est venu au Mali, les images, les scènes de liesse. Oui. On l'appelait Papa Hollande, Papa Hollande. Il y a même des enfants qui sont nés, on les a nommés, on les a nommés Hollande et tout. L'espoir, si vous voulez, c'était d'une mission salvatrice à une mission louche, comme on dit. Voilà. Donc, voilà, au départ, c'était pour nous vraiment une mission sincère, une mission salvatrice. Mais quand après une mission salvatrice et après une telle présence sur le terrain, on assiste tous les jours à des journées de zézine, alors pour la population, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas clair. Parce que, souvenez-vous, en 2012, la France, à un moment, quand même, en tout cas, ils ont collaboré un peu avec les MNLA, en tout cas, qui les servaient d'éclaireurs, etc., alors que ces mouvements étaient quand même, qui s'étaient s'allier avec les djihadistes pour frapper le pays. Donc, tout ça, pour le citoyen simple, c'est difficile de comprendre. Même si la France peut avoir ses raisons, en tout cas, pour nous, il y a anguille sous roche. Donc, voilà, même avec tous les équipements, avec les renseignements, c'est vrai que le Mali est un pays extrêmement vaste, mais souvent, il y a des attaques dans des points qui ne sont pas vraiment éloignés des bases françaises. On a souvent du mal à comprendre. Alors, revenons un peu sur des bases françaises. Combien de bases il y en a là-bas, sur place? Vous avez l'opération Barkhane, c'est ça l'opération française qui est sur place. Vous avez aussi le MINUSMA, c'est ça? Oui, la MINUSMA, oui. La MINUSMA, c'est qui est… la mission multidimensionnelle de l'ONU, hein, de toute façon. L'ONU, c'est l'ONU. Voilà. Il y a le G5 Sahel aussi. Il y a les 5 Sahel. Il y a un peu là. Il y a tout le monde ici. Si vous voulez, au Mali, toutes ces forces réunies, on estime à peu près, je crois, 30 ou 35 000. Mais dites-moi, alors, il y a toutes ces forces-là, mais malgré ça, il y a une insécurité incommensurable. C'est quoi? Comment vous expliquez cela? Les terroristes du Mali sont estimés à environ 4 000. Ça, c'est vraiment une estimation. Voilà, ça peut, selon nous, c'est beaucoup moins, mais en tout cas, pour être large, c'est 4 000. Voilà. Donc, bon, c'est des gens quand même qui se déplacent assez rapidement, etc. Mais malgré tout,
c'est souvent incompréhensible ce qui se passe parce que quand vous prenez le centre du Mali, notamment au pays de Gon, vous voyez que les gens viennent brûler des villages entiers. Ils vont partir avec toutes les bêtes, par exemple 100, 200, 300 vaches. Le pays de Gon, vous savez, surtout il y a des falaises, etc. Il n'y a que des pistes. Donc c'est incompréhensible qu'on puisse brûler des villages pendant des heures, tuer des personnes, emporter toutes ces bêtes et qu'on ne puisse pas voir avec tous les moyens technologiques que disposent ces forces-là, que ce soit l'aménagement, la force Barkhane, etc. Pour nous, c'est incompréhensible parce que souvent, il y a des attaques et nous-mêmes, moi-même personnellement, j'ai eu à appeler en tout cas au secours. Il y a des bases, vous voyez, qui sont à environ 10 km, 20 km, et ils n'arrivent jamais. Les terroristes viennent faire leur forfait pendant des heures et des heures. Souvent, c'est le lendemain que les forces de sécurité arrivent. Donc, pour nous, ça, c'est vraiment incompréhensible. Ils ont peut-être leurs raisons. Et dites-moi un peu, est-ce qu'il y a des Américains aussi sur place? Bon, les Américains ne sont pas vraiment engagés au sol, mais ils ont quand même quelques moyens et ils fournissent des renseignements aux Français. D'accord. Les Américains ne sont pas vraiment... C'est la France, si vous voulez, qui maîtrise quand même... Qui commande, quoi. Voilà. Qui commande, parce que même au sein de l'ONU, tous les chefs, tu vois, que ce soit le renseignement, que ce soit le commandement au sol, etc., c'est quand même des Français qui sont à la tête... en tout cas, en majorité, toutes les unités de l'ONU qui se trouvent au Mali, en grande majorité, ce sont des Français qui sont des chefs. Parce qu'il y a eu à un moment donné des éléments des Pays-Bas qui étaient sur place, mais ils se sont retirés la fin de l'année, en fait, l'année passée. Oui. Voilà. Dites-moi alors, la Chine, est-ce qu'il y a un conflit géostratégique, économique entre la Chine, la France et la Russie qui se joue sur place au Mali? Bon, pour l'instant, de manière très claire, on ne peut pas dire qu'il y a un conflit géostratégique. C'est peut-être en douce, mais de manière très affichée, très assumée, ça n'existe pas. Même si vous avez vu comme moi dans les manifestations, il y a même un collectif qui s'est créé ici pour demander le départ de la France et l'intervention de la Russie. Oui. Et, bon, la Chine, si vous voulez, la Chine est au Mali, mais la Chine ne se mêle pas de la politique. Mais de quelle façon la Chine est au Mali? Est-ce que vous pouvez décrire un peu? La Chine, c'est les infrastructures, si vous voulez. La Chine fait des routes, la Chine fait des ponts, la Chine construit des hôpitaux, etc. Mais la Chine ne se mêle jamais de la politique intérieure du pays. Et en échange de tous ces hôpitaux, des infrastructures, qu'est-ce que la Chine a en retour? Ben, ce sont des marchés. Par exemple, si vous donnez un marché de 500 km à la Chine, ce sont des Chinois qui viennent construire. Voilà, ce n'est pas gratuit, hein, l'État paye. Mais la particularité de la Chine, c'est que quand, par exemple, vous donnez une route de 500 km, 100 km, etc. à la Chine qui construit, les villages voisins, au moins un ou deux villages, la Chine construit soit une école, soit un dispensaire pour les populations. Donc, c'est ça, en fait, c'est cette politique, si vous voulez, de sympathie à l'endroit des populations qui font que, bon, finalement, les Français sont beaucoup plus décriés que quiconque sur le territoire malien. Parce qu'il y a eu les putschistes qui ont reçu un ambassadeur, le premier ambassadeur avec qui ils ont été en contact, c'est l'ambassadeur russe. Oui. Et comme vous le dites, hier, vendredi, il y a eu des cris pendant que les gens manifestaient. On veut coopérer avec la Russie, on veut la Russie, Poutine, Poutine. Depuis le jour où Ibeka a signé un accord militaire avec la France, le Mali est foutu. Donc, est-ce que c'est vrai ça? Bon,
écoutez, vous voyez, la position de la France aussi par rapport aux autres pays, c'est assez différent parce que la France est quand même l'ex-puissance colonisatrice, mais qui a quand même un rapport particulier avec le Mali et la France est toujours là. Donc, bon, les gens pensent que la France se mêle beaucoup trop de tout, en fait. Donc, on se rappelle que le président français, Emmanuel Macron, a convoqué les présidents africains à Pau, en France, pour leur dire, voilà, arrêtez, dites à votre population de ne pas avoir des sentiments, des mauvais sentiments vis-à-vis de la France. C'était un peu ça. Ben, vous savez, ça, je crois que c'était quand même une grosse erreur de la part du président français de pouvoir dire ça. Cela veut dire quoi? Ce sont des citoyens qui manifestent leurs sentiments. Donc, on ne peut pas demander à un président d'interdire des citoyens qui manifestent leurs ressentis par rapport à une politique, à une situation. Ici, les gens n'ont pas de problème particulier avec les Français, mais les gens ont un problème particulier avec la politique française en Afrique, en tout cas chez nous. On n'a pas, moi personnellement, avec beaucoup d'autres amis, on a des amis français, des Maliens qui sont mariés à des Françaises ou à des Français qui sont mariés avec les... Ça existe. Donc, on n'a pas vraiment une haine particulière vis-à-vis des Français. Mais on trouve que la politique française de l'Afrique, en Afrique en tout cas, n'est pas conforme aux aspirations du peuple. Et on accuse souvent la France de pouvoir voilà, installer des chefs d'État qui jouent le rôle de préfet ou de commandant de cercle de la France. C'est ça le problème. Donc, il ne faut pas que les gens confondent un sentiment anti-français et un sentiment ou bien un ras-le-bol exprimé contre la politique française en Afrique. Et effectivement, notamment au Mali. Voilà, il y a beaucoup de points, en tout cas, dans la politique française qu'on peut légitimement condamner. Et dites-moi un peu, le rôle, que va devenir l'imam Dicko? L'imam Dicko dit, j'estime que ma mission est terminée, je dois retourner diriger les prières à la mosquée. Je suis imam, je resterai imam. C'est ce qu'il a dit. Mais bon, et tout le monde le croit? Bon, c'est pas tout le monde, enfin, tout le monde ne le croit pas, mais si vous voyez le colonel Assimi Goïta, qui est maintenant le président du comité national du salut, pour le salut du peuple, comme je disais, avait été retenu par le mouvement national de libération de l'Azawad de l'époque en 2012, et c'est l'imam Mamoudou Dicko qui a négocié sa libération. Donc, quand on voit de ce côté-là, on ne peut pas dire que, bon, l'imam ne va pas quand même, ils n'auront pas un jeu un peu, enfin, des jeux un peu doux par rapport à l'imam Dicko. Mais en tout cas, lui, il dit que sa mission est terminée. D'accord. Et si on fait encore une comparaison avec 2012, les djihadistes qui sont venus du Nord, et ces djihadistes-là, ils existent encore. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça revienne encore en ce moment? Parce que vous avez les putschistes qui sont des militaires. Maintenant, ils vont s'occuper sur deux terrains, c'est-à-dire le terrain politique et le terrain sécuritaire. Est-ce qu'ils ne vont pas perdre de vue les djihadistes ne sont pas... Bon, la différence quand même entre le coup d'État de 2012 et de cette année, c'est que, bon, les gars qui sont au pouvoir maintenant semblent être plus structurés, plus réfléchis, parce que quand vous avez remarqué, ils ont fait un coup d'État, mais ils n'ont pas dissous, par exemple, la Constitution. Non. Donc, c'est pourquoi eux-mêmes, ils se défendent de dire que c'est un coup d'État. Ils disent que non, ce n'est pas un coup d'État parce que le président a dissous l'Assemblée nationale, le président a dissous le gouvernement.
c'est dans ses prérogatives. Et maintenant, après, le président a démissionné. Mais bon, oui, ça... Mais le président a été filmé par une équipe de putschistes quand il faisait cette déclaration-là. Et le président faisait cette déclaration. On peut prendre un peu l'exemple du Zimbabwe avec le président Mugabe. On ne va pas dire quand même que le président avait, par sa propre volonté, démissionné et il a dissous tout cela. Non, mais si vous avez bien écouté le discours du président, même il a intelligemment dit qu'il a été sommé à le faire. Ai-je le choix? Voilà. Donc, et puis, si vous avez aussi remarqué, le président a démissionné. Il dit, je démissionne, je quitte mes fonctions, toutes mes fonctions, avant de dissoudre l'Assemblée nationale et le gouvernement. Donc, du coup, si le président démissionne, et il ne peut pas dissoudre quoi que ce soit. Voilà, donc tout est, comme on dit, le diable est dans les détails. En tout cas, quand moi j'ai écouté, j'ai analysé un peu son discours de démission, j'ai dit, il a été forcé de démissionner, et de deux, il ne pouvait pas légalement dissoudre ni l'Assemblée nationale ni le gouvernement parce qu'il n'était plus président. Voilà. Mais, Est-ce que vous faites confiance aux putschistes? Moi, je suis de nature assez... Enfin, j'aime toujours voir les hommes à l'œuvre. Je n'ai aucune raison de me méfier ou de ne pas de leur faire confiance, mais j'aime bien voir les résultats avant de crier victoire. Parce que ce que les Maliens lambda réclament aujourd'hui, c'est la sécurité, c'est vraiment une bonne gouvernance, c'est voilà, que le pays redevienne un pays normal, parce qu'on en a souffert depuis 2012. Mais pour l'instant, je pense qu'il vaut mieux, en tout cas moi, je serais prudent de ne pas crier victoire. Je veux voir ce qui se passe, ce qu'ils vont poser comme acte et quand ils vont mettre le président de transition en place, le gouvernement de transition. Je préfère apprécier en ce moment que de me prononcer tout de suite. Est-ce qu'on peut parler d'un coup d'État démocratique? Il n'y a pas de coup d'État démocratique pour moi. Et pourquoi toute la population a adhéré à ce coup d'État? Bon, toute la population, c'est pas... Vous savez, il y avait quand même un ras-le-bol généralisé. Ça, on peut pas nier cela. Parce que quand vous avez vu toutes ces manifestations, tous ces manifestants qui sortaient pour défiler, on ne peut pas dire que le peuple était d'accord avec l'institution en place. Mais de là à dire que toute la population était avec, bon, j'en doute parce que la preuve, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu une manifestation pour demander la réinstallation du président dans ses fonctions. Est-ce que vous pensez qu'il va être réinstallé? Honnêtement, je ne pense pas. Donc, c'est consommé. Pour moi, consommé. En tout cas, bon, pour moi, c'est consommé. Et Goodluck Jonathan, avec son CEDEAO, il est venu, on lui a déroulé un tapis rouge. Pardon, une seconde. OK. Pardon. Goodluck Jonathan. Ouais. Jonathan, avec son CEDEAO, il est venu, on lui a déroulé le tapis rouge. Aujourd'hui, il a tout de suite été accueilli à l'aéroport par les porte-parole du comité, le vice-président et tout, donc les militaires. Il était quand même bien entouré, donc il a été accueilli effectivement avec beaucoup de respect. Et quelle est l'opinion publique vis-à-vis de ce club-là, CEDEAO? Non, au Mali, j'ai lu une phrase là qui m'a fait rire. Quand la CEDEAO a parlé de condamnation, etc., il y a quelqu'un qui a dit « Demandez à la CEDEAO de couper l'oxygène au Mali ». Donc, ça veut dire… Ce qui est impossible, quoi. Voilà, ce qui est impossible, mais pour dire que la CEDEAO doit s'arranger du côté du peuple.
pas, il faut pas que Dites-moi un peu, la CEDEAO, c'est quoi pour les gens qui ne connaissent pas ça? La CEDEAO, c'est la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, qui est composée de 15 pays où, voilà, qui ont un intérêt commun et qui ont des textes quand même qui régissent cette organisation qui est là pour la défense, une coopération vraiment entre ces 15 États-là. Donc, en tout cas, au Mali, généralement, les gens condamnent les sanctions que prévoit la CEDEAO. Dites-nous, hein, on va tendre vers la fin. Là, est-ce que vous avez un message à donner aux d'autres pays africains qui vous suivent, aux Africains qui vous suivent, aux dirigeants africains qui vous suivent, aux dirigeants qui aiment tant le troisième mandat, quatrième mandat, mandat infini? Bon, en tant que jeune, moi, je pense que d'abord, primo, il n'y a pas de changement collectif sans changement individuel. Donc, tout le monde crie victoire. Oui, il y a eu un changement, il y a eu un coup d'État, il y a eu le président, la mauvaise gouvernance semble derrière nous. Mais maintenant, tant que le citoyen lui-même, de manière individuelle, ne change pas son comportement, on ne va jamais arriver à un changement global. Et il faut que les gens se fassent confiance. Il ne faut pas que ça soit, nous soyons une sorte de syndicat de sorciers où aujourd'hui je dois donner mon enfant à manger et demain c'est l'autre qui doit donner son enfant. Mais il faut que les gens sachent aussi qu'à un moment donné, il faut savoir partir. Il faut savoir partir, il faut savoir partager, il faut savoir déléguer son pouvoir. Parce que la terre est remplie d'hommes qu'on crut indispensables. Mais en Côte d'Ivoire et en Guinée, il n'y a pas ce genre d'hommes parce qu'il y a Ouattara qui a dit que voilà, on lui a prié de se représenter. Bon, mais vous savez, tout le monde dit ça. Je sais que le fauteuil et la chaise, ce n'est pas pareil. Souvent, quand ça vous montre tellement... C'est-à-dire que quand on ne sait pas faire la différence entre son ami et quelqu'un qui défend son intérêt, ça fait deux. C'est-à-dire qu'il y a des gens, souvent je sais que les gens, ces présidents, ces pauvres présidents malheureux, sont prisonniers de leur entourage. Et de la politique internationale aussi. Hein? De la politique internationale aussi, qui les bourre de mauvais messages, qui pensent que... Parce qu'un peuple qui se lève, ce n'est pas, comme une voiture sans frein qui arrive et que tout le monde peut partir. Non, il ne faut pas arriver à un... Il faut même si quand on doit mourir, il faut mourir de nobles morts. On ne doit pas mourir de villes morts. C'est-à-dire qu'on ne peut pas diriger un pays pendant 10 ans et dire qu'il n'y a pas de personnes qui puissent nous remplacer. Non. C'est-à-dire qu'ils ne font pas la différence entre la chaise et le fauteuil, comme vous venez de le dire si bien. Voilà, vanité des vanités, tout est vanité. Donc, ça, c'est l'exemple biblique vraiment qui est quand même très célèbre. Quoi que vous fassiez, quel que soit le vol d'un oiseau au ciel, il finira toujours par terre. Et quand vous tombez, soyez sûr de tomber comme des plumes, mais pas comme un caillou. Douceur. Voilà, c'est là. Quel est le message que vous lancez au gouvernement néerlandais et à l'opinion néerlandaise? J'ai eu la chance de... Moi, je vis en Belgique. J'ai eu la chance de visiter plusieurs fois les Pays-Bas qui ont dompté, comme je dis toujours, les océans et les mers. Donc, moi, je crois que à l'opinion internationale, pas seulement au gouvernement néerlandais, mais aux autres puissances internationales, d'écouter le peuple, le message du peuple. Il ne faut pas toujours essayer de protéger une personne contre un peuple. Vraiment, ce sont des partenaires, ils ont de l'influence, ils amènent de l'argent, ils nous aident. Mais de grâce, il ne faut pas toujours continuer à vouloir maintenir quelqu'un. Il faut écouter les cris du peuple. Il faut travailler avec le peuple.
Et donc, je crois qu'on trouvera tous notre salut par le peuple et pour le peuple. Dernière question. Quelles sont les matières premières qui sont au Mali? Le Mali est le premier producteur du coton en Afrique. Le Mali est le troisième producteur d'or en Afrique. Le Mali a, si vous voulez, du bauxite, manganèse. Il y a un peu tout. Vous pouvez trouver tout au Mali. Mais pour l'instant, bien qu'on parle de spéculation pétrolière, etc., mais on n'a pas commencé l'exploitation du pétrole, etc. Ils ont, paraît-il, on n'a pas commencé l'exploitation, mais on a même découvert de l'uranium, etc. Donc, le Mali est un pays qui a un sous-sol extrêmement riche. Vous vous en souvenez, le Mali est le pays de Kanka Moussa, qui est l'homme le plus riche de l'histoire du monde. Jusqu'à présent, il n'a pas été détrôné. Donc, le Mali est aussi un pays de savoir parce qu'il a quand même abrité l'une des plus vieilles universités au monde. Le Mali est un pays des droits de l'homme aussi parce que le Mali a écrit la charte de Kourkan-Fouka qui date de 1236, qui reprend tous les textes qu'on trouve aujourd'hui à l'ONU, partout dans le monde, qui reprend les droits de l'homme, l'environnement, etc. Donc, le Mali est un pays de royaume, d'empire, qui regorge beaucoup d'histoire. Donc, les Maliens sont fiers, les Maliens sont peut-être un peu orgueilleux, mais les Maliens sont hospitaliers et très, très gentils. Ça, je peux vous en assurer. Et ensemble, bâtissons un Mali encore plus fort qu'avant. Merci beaucoup, Monsieur Drissa Kanambaye, chercheur à l'Université catholique de Louvain et spécialiste de Mali. Merci et bonne soirée chez vous. Je vous en prie. Merci à vous de m'avoir invité et c'est quand vous voulez. Merci aux auditeurs. OK.